Bonjour, Sylvain Iceta, je suis postdoctorant en nutrition à l'Institut universitaire de cardiologie et d'ophtalmologie de Québec. Et qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Quel est mon parcours académique? Alors, moi, j'ai avant tout une double formation en médecine et en recherche. Et cette double formation, je l'ai commencée très tôt dans mon parcours, puisque dès mon pré-externat, dès mon externat, j'ai souhaité m'impliquer dans la voie de la recherche, et notamment avec, par exemple, le remplacement d'un de mes stages cliniques de l'externat par un stage justement de recherche en laboratoire, et notamment en imagerie par résonance magnétique. Et c'était une vraie passion de pouvoir développer ce double cursus. Au cours de ma résidence, d'ailleurs, j'ai fini ma maîtrise en parallèle de cette résidence. Et puis, après, la clinique a pris le pas et j'ai pris un poste de praticien hospitalier, donc au sein de mon hôpital en France, qui m'a amené en fait à avoir une activité justement principalement clinique. Et puis, surtout, ce qui se passait à l'époque, c'est que le laboratoire de recherche auquel j'étais affilié étudiait principalement la schizophrénie, qui n'était pas une des maladies qui m'intéressait le plus d'un point de vue recherche, j'entends. Et il s'est trouvé que par la suite, l'activité clinique m'a ramené à la recherche, notamment à la recherche dans l'obésité, la nutrition et la chirurgie bariatrique. Et c'est là, en fait, que j'ai décidé de me réinscrire en thèse de sciences et de réaliser celle-ci. Je l'ai réalisée principalement, là aussi, en parallèle de mon activité de médecin hospitalière, et ce qui m'a conduit à une soutenance en janvier 2019. Et suite à cette soutenance, et un peu, j'allais dire, dans l'enthousiasme des résultats qu'on avait obtenus, j'ai voulu continuer. C'est ainsi que je suis venu faire mon post-doctorat ici, à Québec. Et vraiment, j'en suis très heureux. Du coup, justement, quelle trajectoire j'ai pris un peu suite à ma graduation? Et ben, c'est celle-là, en fait. C'est-à-dire que la soutenance de la thèse m'a montrer à quel point il était nécessaire en fait aussi de continuer à se former et acquérir une formation postdoctorale. Et ça, je pense que c'est vraiment important de se dire que chaque diplôme n'est pas une fin en soi, mais souvent l'étape suivante de notre parcours. Et c'est ainsi que moi j'ai voulu au plus tôt pouvoir aller découvrir justement d'autres façons de faire de la recherche, d'autres façons d'explorer des choses, et notamment, j'allais dire, dans un modèle plus nord-américain pour moi, qui venait de France, où on a une recherche, j'allais dire, un petit peu qui fonctionne un peu sur un mode différent, que ce soit en termes de financement, mais aussi de dynamique de laboratoire. Donc vraiment, c'était intéressant, et puis j'ai voulu faire ce pas de venir ici. Et là, donc, je suis arrivé en septembre 2019, et j'espère pouvoir rester encore un peu plus longtemps. Alors, du coup, au cours de ce parcours-là, j'ai été amené à encadrer beaucoup de résidents en médecine et puis à co-diriger une thèse de sciences. Ce qui fait que du côté encadrant, c'est pas toujours simple non plus aussi d'accompagner nos élèves, nos étudiants qui veulent graduer. Et donc, si j'ai des conseils à donner, le premier des conseils, ce serait vraiment de faire quelque chose qui nous plaît. Ne pas perdre de vue que le parcours de thèse, c'est un parcours qui peut être parfois long, compliqué, parfois décevant dans le sens où on se retrouve face à des obstacles qu'on pensait simples et qui ne le sont pas. Enfin, beaucoup de choses comme ça qui échappent à notre contrôle au cours de ces parcours. Et je pense vraiment que d'être sur un sujet qui nous plaît, qui nous motive, c'est essentiel pour justement tenir le cap et arriver justement à la graduation. Un autre conseil que je peux donner aussi, c'est de se référer à la science. Que vraiment, quand on sent que les choses se compliquent, qu'on est pris dans des enjeux autres que les nôtres, que la motivation baisse, je trouve que toujours se remettre sur la question de la science, qu'est-ce qu'on peut chercher, quelles sont nos hypothèses, quels sont les objectifs qu'on veut développer, quelle méthodologie on va mettre en place, c'est vraiment souvent là où on retrouve de la motivation, où on se repose des bonnes questions qui nous challenge, là, qui nous donnent envie d'aller plus loin. Et donc vraiment, moi j'invite toujours ça quand les choses deviennent plus complexes, c'est de repartir de la science, de reprendre les bases de la science et puis remettre en place une méthodologie qui va nous aider justement à continuer. Et puis, s'il y a un dernier conseil que je peux donner, c'est préférer la satisfaction à l'ambition. Alors, ce que j'entends par là, c'est que parfois, il vaut mieux travailler sur un projet plus petit, mais qui nous plaît, dont la thématique nous inspire, où on est avec des gens qui nous étayent, avec qui on apprécie travailler, plutôt que de chercher à tout prix à avoir des projets ambitieux, la meilleure des bourses ou le meilleur des laboratoires, parce que justement, j'allais dire, s'il n'y a pas de plaisir, c'est difficile de tenir ce marathon que peuvent être les études graduées. Et donc vraiment, moi je pense que c'est essentiel
de choisir une voie qui contient justement une partie de plaisir. Ça, c'est vraiment pour moi important. Et puis, du coup, justement, dans l'enjeu plaisir professionnel, une des questions qui revient souvent, c'est comment on concilie vie de famille et vie professionnelle. Alors moi, au cours de mon parcours, j'ai construit aussi ma vie de famille, si on peut le dire comme ça. J'ai 2 enfants qui ont maintenant 6 ans. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple, hein, notamment de conduire la thèse avec des enfants en bas âge. Alors, je dirais que je suis un mauvais exemple dans le domaine, puisque dans ma culture professionnelle, on travaille beaucoup d'heures par semaine. Et j'avoue que j'ai pris conscience en fait, de cette difficulté à rétablir les choses, notamment quand un jour un de mes enfants me demandait s'il pouvait m'acheter des heures de travail pour que je reste avec lui. Ça m'a fait prendre conscience de l'importance justement de temporiser les choses. Alors c'est des conseils peut-être un peu bateaux que je vais vous donner, mais déjà arriver à couper sa boîte mail, couper les moyens de communication professionnelle, au moins pendant un créneau, c'est-à-dire que si vous sentez que vous avez besoin, que vous êtes plus efficient le soir et que vous avez besoin de travailler le soir, pourquoi pas, coupez-le dans ce cas-là entre 16h et 19h par exemple, pour avoir ce temps à vous, ce temps à la famille. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'arriver à couper. L'autre chose, c'est de ne pas culpabiliser quand on est en temps de famille, et inversement quand on est en temps professionnel. Moi, il m'arrive parfois de devoir dire à ma famille, écoutez, là pendant 2 jours, j'ai un gros dossier à rendre, je ne vais pas être disponible, mais par contre, après, je le serai plus. Et puis ça s'entend, mais par contre, il faut respecter la règle du jeu. C'est-à-dire que si je leur demande ce sacrifice-là de temps, il faut que moi, derrière, je respecte aussi du coup de passer plus de temps avec la famille sur une autre période. Et vraiment, je pense qu'il faut garder une communication très ouverte, se cloisonner des espaces. Ça, c'est important. Et puis, accepter parfois de se laisser déborder sans culpabiliser et puis rééquilibrer dans un second temps. Je pense que voilà, se sortir de la culpabilité, c'est aussi un bon moyen de profiter de ces temps et justement de rééquilibrer les choses. Ça, c'est un conseil, je pense, important que je peux donner, c'est parler et équilibrer sans culpabiliser. Voilà. Merci.